Vous savez ce qui est bien avec le cinéma? C'est que tout le monde peut y trouver son compte. Il en existe tellement qu'on finit toujours par trouver un film ou une série à regarder. Selon l'IMDb, il existerait aujourd'hui plus de 650 000 films tournés dans le monde. Et ce sans compter ni les séries, ni les courts-métrages. Bref, quels que soient vos goûts, vos envies, vos besoins, le cinéma aura toujours de quoi vous divertir, vous émouvoir et vous faire réfléchir. Autant de films à voir, c'est aussi autant de films à conseiller à vos amis et à votre famille, pour en discuter et échanger. Vous qui aimez regarder des blockbusters de temps en temps, ou bien la dernière comédie sortie, oui, vous connaissez certainement une personne dans votre entourage, un cinéphile, qui n'hésitera pas à vous conseiller un vieux film d'auteur réalisé par un sombre cinéaste au nom imprononçable. S'ensuit alors un vif débat entre le cinéma populaire et le cinéma underground. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que cela signifie? Cinéma populaire et underground. Comment est-ce qu'on peut vraiment définir l'un et l'autre? En fait, leur définition ne tend pas vraiment sur le plan purement artistique, bien qu'il en soit souvent question, mais plutôt sur sa médiation. La forme plutôt que le fond. Commençons par le cinéma populaire. Comme son nom l'indique, ces films-là sont populaires. Le cinéma populaire regroupe tout un tas de films très différents, ce qui rend sa définition d'autant plus ambiguë. Mais pour faire simplement, on peut dire que le cinéma populaire rassemble ces films qui font beaucoup d'entrées dans les salles ou à la télévision. Cela implique souvent des films à gros budget, investis aussi bien dans la production du film que dans sa campagne marketing. Définir le cinéma populaire juste par sa forme est alors un pari risqué. Car comment parler de la forme sans parler du fond? Définir un cinéma populaire, c'est aussi parler d'impact culturel. Aujourd'hui, on a tendance à résumer le cinéma populaire aux blockbusters d'Hollywood, avec Disney en tête de liste, et ses films d'animation, et ses deux franchises phares, Marvel et Star Wars. En France, on serait plus friand des comédies et des drames. L'arrivée de la culture japonaise tend aussi à se populariser grâce à ses films et ses séries d'animation. Pour autant, certaines barrières culturelles sont beaucoup plus difficiles à briser. Bollywood, par exemple, est aujourd'hui considéré comme un centre incontournable de la production cinématographique, et de nombreux films sont populaires en Inde, mais aussi dans d'autres pays comme aux îles Comores, sur l'île Maurice, ou en Afghanistan, ou encore au Népal. Pour autant, la diffusion de ces films en Europe et aux États-Unis reste très limitée, et perd alors en popularité. La culture et l'impact culturel jouent alors un très grand rôle. Mais cela n'empêche pas quelques surprises, et il arrive qu'un film un peu à part puisse trouver son succès. Ce sont même des fois de véritables révolutions qui ont lieu, comme ça a été le cas avec la Nouvelle Vague dans les années 60, où une poignée de jeunes réalisateurs ont complètement bousculé les codes culturels d'alors. Car un cinéma populaire, c'est avant tout une culture populaire. Une forme d'art codifié dans laquelle un large public se retrouve à travers des symboles communs permettant de créer du lien. Ce n'est aussi pas pour rien que le cinéma populaire est aussi appelé cinéma mainstream. Comprenez alors cinéma que l'on retrouve partout. Mais comment parler de cinéma populaire sans parler de cinéma commercial? Beaucoup de grosses boîtes de production ont bien compris ce principe de culture populaire et la manière dont il peut rassembler les gens. Les films commerciaux jouent alors sur une grammaire du cinéma qui fonctionne avec une mise en scène parfois proche de celle de la publicité. Et avec des scénarios qui ont déjà fait leurs preuves en jouant par exemple sur la nostalgie. Leurs films ont un but très simple, la diffusion de masse et une récolte abondante d'argent. Et alors, qu'en est-il du cinéma underground? Signifiant littéralement souterrain, le cinéma underground se définit à l'inverse du cinéma populaire comme une forme d'art réunissant des films niches destinés à une moins grande diffusion. Pour autant, le cinéma underground rassemble une énorme variété de films et de genres différents. Alors pour commencer, on peut déjà parler de cinéma expérimental, qu'on raccroche beaucoup au genre du cinéma underground. On parlerait presque de synonyme. Ici, on expérimente, on essaie et on recherche de nouvelles formes d'expression et de narration.
Le cinéma expérimental s'éloigne alors par essence des normes imposées par les grosses industries du cinéma, et s'oppose alors très bien au cinéma populaire. Mais sur le spectre du cinéma, on a souvent tendance à opposer le cinéma mainstream et commercial d'un côté, et le cinéma underground expérimental de l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer un tel écart ? On peut encore voir là notre rapport à la culture populaire. Le cinéma populaire rassemble les gens autour d'une grammaire que le public comprend, que ce soit aussi bien sur le fond que sur la forme. Tandis que le cinéma expérimental tend à déformer tout cela, et à proposer une nouvelle forme de langage. Mais il serait quand même injuste de vouloir mettre face à face ces deux formes de cinéma, puisqu'il y a entre les deux une énorme variété de films. On pourrait déjà citer par exemple le terme de cinéma d'auteur, qui rassemble des films construits autour du regard de son réalisateur et reflétant son art et sa vision. Le terme est né dans les années 50, influencé par des critiques comme Louis Bazin, Alexandre Astruc ou Louis Deluc. On opposait alors volontiers le cinéma d'auteur avec le cinéma commercial, car leurs intentions sont complètement différentes. Le cinéma d'auteur se rapproche alors beaucoup plus de celui expérimental et moins connu, moins populaire. Mais c'est oublier que le cinéma d'auteur est aussi à l'origine de la nouvelle vague, et a influencé les grands noms de l'époque, comme François Truffaut ou Agnès Varda. Le terme s'est ensuite exporté à l'international. Aux États-Unis, tout d'abord, avec le cinéma d'Alfred Hitchcock, puis bien plus tard celui de Tarantino ou de David Lynch. Le cinéma d'auteur reflète donc bien cette pluralité de formes et de films, gagnant chacun sa part de popularité. Dans un tout autre genre, il y a aussi les films de série B, qui désignent à l'origine des films à petit budget et n'ayant aucune publicité, qui étaient alors diffusés en deuxième partie de soirée dans les cinémas. Les films de série B étaient alors très populaires pendant l'âge d'or d'Hollywood. Pourtant, ils ont connu un déclin à la fin des années 50, et seuls quelques films expérimentaux et des films pour adultes ont continué d'être diffusés. Pourtant, dans les années 70, le cinéma de série B regagne en popularité avec le mouvement contre-culturel des Midnight Movies. Une série de films barrés et expérimentaux dont le succès est en partie dû à leur diffusion darchive. Si je vous parle de cinéma de série B, c'est parce que cette forme de cinéma se trouve lui aussi coincé entre un cinéma underground et un cinéma populaire. Les films de série B sont coincés dans une diffusion de seconde zone. Avec en plus de ça un budget marketing absent, ce cinéma-là avait tout pour tomber dans l'oubli. Pourtant, le cinéma de série B a permis à un bon nombre de réalisateurs et d'acteurs d'apprendre le métier, comme Tarantino ou Jack Nicholson. Aussi, cela permet de rappeler que le cinéma est aussi une forme culturelle, qui rassemble les gens. En devenant une forme de contre-culture, rassemblant un public en dehors des normes écrites par les grosses industries du cinéma, le cinéma de série B nous montre bien que la frontière entre mainstream et underground est bien plus floue que ce qu'on pourrait croire. Et que chaque film peut trouver son public et devenir culturellement impactant. Beaucoup de films de science-fiction et de films d'horreur ont également connu leur heure de gloire grâce au cinéma de série B. Des films qui sont aujourd'hui reconnus pour leurs défauts et effets spéciaux ratés. Et si beaucoup sont tombés dans l'oubli, simplement définis comme étant des navets, certains d'entre eux ont pourtant connu un certain succès, en devenant des nanars. Des films tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Ces films ont également leur propre communauté de fans qui aiment se rassembler autour de nanars pour rire ensemble. Alors, le cinéma mainstream et le cinéma underground, au fond, quelle différence? Vouloir en faire des différences nous montre déjà à quel point leur frontière est floue, car la popularité d'un film n'est que relative. Déjà, il faut savoir à qui parle le film. Et cela démontre bien l'impact culturel que peut avoir le cinéma, et la polyvalence de formes qu'elle peut prendre. Si certaines normes existent et se sont imposées, nous ne sommes jamais à l'abri de nouvelles révolutions et découvertes.